Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Parlons vrai qui est une véritable réussite sur YouTube parce que vous êtes, et on vous en remercie, plus de 900 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est désormais officiel, mais on est extrêmement fiers d'avoir cette confiance de votre part. C'est un chiffre impressionnant et votre fidélité, votre présence nous honore tous et on est ravis surtout que vous puissiez parler vrai, que nous puissions parler vrai avec vous. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil aujourd'hui avec nos 4 débatteurs aussi qui sont, vous en êtes aussi, c'est grâce à vous tous qui venez sur ces plateaux et débattre de l'actualité sans langue de bois. Je vous salue donc Frédéric Fougerat. Bonjour Frédéric. Bonjour Christine. Président de Tenkan Paris, une agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La com est un métier, mais il y a un petit dernier qui s'appelle Anthologie de la com. Merci de me l'avoir offert. Je vais effectivement me plonger dedans. Florence Berthoud, bonjour Florence. Maire du 5e arrondissement de Paris, tout va bien? Tout va bien. C'est un petit peu long pour venir, mais... Non, c'est étonnant. Mais, vous m'étonnez. Mais la prochaine fois, je viendrai en quoi? À dos d'âne. Vous irez aussi Jeu vite. de mots ou en allant dans la scène peut-être. Ça peut Autour de ce plateau également, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur évidemment, et ancien député aussi. Et Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Brice, bonjour. Alors on va revenir sur le travail, puisque Gabriel Attal était hier soir et il veut absolument remettre les Français au travail, en tous les cas les chômeurs, réduire le chômage. Mais par quel bout faut-il s'y prendre, réduire la durée d'indemnisation, le montant des allocations aussi des chômeurs, tendre vers le zéro chômage. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Les 35 heures aussi, les revenus cette semaine de 4 jours. Ils souhaitent que ce soit, alors attention, faire 35 heures en 4 jours. Est-ce qu'il faut revoir l'organisation du temps de travail dans les entreprises? Ce matin, avec Jean-Jacques Bourdin, le président de la CGPME, on a bien senti que le sujet l'agaçait un tout petit peu. Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du Premier ministre hier soir? Est-ce que vous avez assisté, comme certains le disent, à la prestation d'un hyper Premier ministre, comme on a un hyper président? Ça sera à décrypter avec vous 4. L'affaire du lycée Maurice Ravel, est-ce que c'est l'affaire de trop aujourd'hui? Je rappelle les faits. Ce proviseur qui est donc parti après avoir donc subi des menaces de mort sur les réseaux sociaux pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile. L'élève avait raconté qu'elle avait été violentée. Tout ça a été classé sans suite, mais toujours est-il que la laïcité vous semble-t-elle en danger? Est-ce que c'est l'affaire de trop? A-t-on abandonné finalement le personnel de l'éducation nationale à ce sujet-là? Faut-il une loi, si on a le temps, sur la discrimination capillaire? Alors je souris, mais c'est un vrai sujet aussi pour certains. Et puis enfin, on fera un détour sans doute par le Brésil, où le président de la République, Emmanuel Macron, sillonne ce grand pays. Ça faisait longtemps que la France n'avait pas été en visite d'État là-bas, et il dit qu'il faut il faut un nouvel accord du Mercosur, une nouvelle génération de cet accord. Je me tourne vers vous, Jean-Baptiste, parce que ça concerne le domaine agricole. Oui. Bon, coup de cœur, coup de gueule. On commence par, pas Florence, avec un coup de cœur. Vous êtes allé voir un beau film. Ravel, mais Ravel, le film de Fontaine. Bon, j'aime bien quand je viens sur votre antenne essayer de faire le maximum de coups de gueule, parce que on a tellement l'occasion de faire des coups de gueule que je me dis, bon, essayons de mettre un peu de soleil dans nos vies. Il y a un très beau film de Fontaine, qui est une très grande cinéaste, je trouve, qui est sorti récemment, Boléro. Alors, coup de cœur pour 2 raisons. Il y en a une quand même, c'est que un bout du film a été tourné dans mon arrondissement, donc Cocorico, parce qu'en fait Ravel y a vécu 3 ans rue Lagrange. J'avais vu, d'ailleurs j'ai rencontré assez longuement Fontaine pour voir un peu ce qu'on pouvait faire, peut-être dans la mairie, enfin mettre des lieux à disposition. Je trouve qu'elle a vraiment un talent fou. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment elle ausculte il y a l'homme et puis il y a le processus de création. C'est subtil, c'est intelligent, et en même temps, ça se laisse bien regarder. Et puis moi, je milite pour que en politique, il y ait toujours une place importante pour la culture.
J'ai créé un festival du livre, je défends les librairies, j'ai défendu les bouquinistes et on a gagné, hurrah, hurrah, dites-le. Bravo. On vous invite tous, on va faire la fête dans ma mairie avec le président de l'association des bouquinistes et il y aura le préfet de police, voilà, qui est bon joueur et qui va venir et je le remercie. Je le remercie beaucoup. Et je pense que la culture, pardonnez-moi, c'est pas la cerise sur le gâteau. Si on l'ouvre au plus grand nombre, peut à la fois être exigeant, populaire, tout ça, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Ça aide à être intelligent et ça aide aussi à jouer collectif. Et vous voyez, on va aborder tout à l'heure avec vous cette question très très préoccupante de la laïcité qui touche alors maintenant tous les établissements, hein. Ça touche pas, comme je l'ai entendu, que les établissements qui seraient dans des banlieues difficiles, etc. Là, j'étais ce matin dans un de mes collèges, il y a eu hier une alerte avec des comptes qui ont été piratés de collégiens, hein, pour dire on va vous décapiter, etc. Donc, mais si on mettait de la culture, parce que la culture c'est la musique, c'est les cris, c'est le bon cinéma, c'est tout ça, ça contribuerait aussi à pacifier les choses. C'est pas le seul remède, hein. Il y a des, mais c'est pas du tout du détail. Vous savez, moi je suis une boursière de l'éducation nationale qui a été biberonnée au livre depuis sa plus tendre enfance. Très très important. Donc Jean-Baptiste, le boléro. Oui, non mais c'est. En sachant que Ravel avait été à ce moment-là, personne n'aimait sa musique. Hein. Et pardon, vous dites une chose très importante, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'il fait le boléro, il part aux États-Unis parce que sa musique est totalement incomprise. C'est une commande de la grande danseuse et mécène Ida Rubinstein. Et puis 5 ans après, c'est la maladie psy, on va dire ça comme ça. Il peut plus parler, c'est terrible. Et il va terminer sa vie quasiment. Donc allez seul. voir, allez au cinéma. J'ai envie de vous dire. Alors moi, je milite pour que l'éducation, la culture et le sport ne soient que dans un seul même ministère. Il y a des pays où ça se fait parce que on marche sur deux jambes. C'est déjà arrivé. Ouais. C'est intéressant pour la jeunesse. Je trouve que c'est la face de la même pièce. Oui, je trouve que vous avez tout à fait raison et avec un lien très fort avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Allez, on est malheureusement obligé de faire la pause parce que l'info de 11h arrive et puis on va retrouver Jean-Paul Delperry aussi pour la sélection du tiercé Quartet Quintet Plus dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec Frédéric Fougera, président de Tancan Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur, auteur de La com est un métier et Anthologie de la com, le petit dernier qui vient de sortir aux éditions Bréal Studirama. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, porte-parole de think tank Agriculture et Stratégie. Et Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Alors, avant de revenir sur Gabriel Attal et sa prestation, les annonces faites hier par le Premier ministre, Florence, c'était un coup de cœur sur le film d'Anne Fontaine, Boléro. On en venait à parler de la culture et l'important, c'est pendant la pause de l'info. Beaucoup voulaient réagir justement à cet aspect-là. Frédéric. Moi, je voulais revenir sur une phrase très importante prononcée par Florence et qui est la culture, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est pas anodin, c'est très important. La culture, c'est pas un détail, c'est pas un gadget, c'est un socle, c'est notre histoire et c'est aussi ce qui permet de construire l'avenir. Et c'est aussi pour ça que les radicaux politiques, qu'ils soient religieux, d'extrême droite, d'extrême gauche, peu importe, cherchent à imposer une autre culture pour façonner notre société à leur image, à leur vision. Donc c'est très important, la culture, c'est pas la cerise sur le gâteau. Et donc on plaisante pas quelque part avec la culture, on la respecte, on la protège. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour le coup de cœur de Florence. Et surtout, faut pas avoir peur de la culture, parce que souvent on a l'impression que c'est un vilain mot réservé aux élites, mais non, pas du tout. Un vilain mot ou un gadget, c'est pas le cas. Gabriel Attal l'avait dit d'ailleurs, hein, la culture et l'éducation, c'est les deux piliers de lutte contre les fanatismes et les extrémismes et la radicalité quelle qu'elle soit. Ce qui nous manque aujourd'hui dans notre société, c'est de la culture, c'est pas autre chose. On est dans un déficit culturel assez flagrant dans un certain, voilà. Pourtant les musées cartonnent. Il y a jamais eu autant de gens qui sont allés au musée. Dans une certaine catégorie de la population, mais il y a une catégorie de la population. C'est tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que toutes les études montrent que il y a toute une partie de la population qui depuis des décennies
est exclu, ne va pas. Pardon. Brice. Oui, quand on parle de culture, je prends l'exemple de la ville de Gennevilliers, il y a beaucoup de dispositifs culturels, avec le théâtre de Gennevilliers, le conservatoire, etc. Bien, mais la problématique, c'est que ça ne touche pas toutes les catégories de la population. Donc l'enjeu de la culture, c'est comment on fait une culture universelle populaire sans la dévoyer non plus. C'est-à-dire que la question de la culture, c'est comment on s'émancipe à travers le prisme de la culture. Et il faut prendre les gens, malheureusement ou heureusement, dans l'état d'esprit dans lequel ils sont, avec les points d'intérêt qu'ils ont. Donc en fait, peut-être qu'il y a aussi cette dimension top-down de la culture qui est pas suffisante. Il faut aussi une culture qui parte du terrain, des aspirations, pour choper les gens, par exemple des gens qui aiment les cultures plutôt urbaines, pour les emmener vers la musique classique, mais il y a un cheminement à avoir. Et je pense que quand on dit culture, il faut pas non plus rentrer dans le dogme, parce que la culture, elle est là pour faire réfléchir. Pour arriver à l'émancipation. Elle n'est pas monolithique. Florence, un dernier mot, puis on va faire. Oui, il y a le contenu, les contenus, et les contenus, ils se sont beaucoup élargis, et fort heureusement. Il y a du très 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 mauvais slam, et il y a du très très bon slam, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est des dispositifs de médiation. C'est pour ça que moi, je milite depuis toujours pour que la culture soit aussi adossée à l'éducation nationale, ce qui est en partie le cas, mais à mon avis insuffisamment. Et quand il y a des événements, il est absolument indispensable qu'il y ait à côté, adossés, des ateliers de médiation où on va être capable de transmettre sous une forme justement qui est adaptée à des publics divers. Des publics qui sont en grande précarité, vous n'allez pas, il suffit pas de dire tiens, venez, on va vous emmener à la dernière exposition du Louvre ou au dernier opéra. Oui, mais pardon. Ça ne marche pas comme ça. Il y a tout un process pendant des mois où, moi j'en sais quelque chose, puisque j'ai créé un foyer pour les femmes en grande précarité qui est dans la mairie, et on fait plein de trucs avec, mais les emmener dans une grande exposition qu'on fait dans la mairie, ça va pas forcément marcher comme ça. Voilà. Donc c'est compliqué, et les professionnels le savent bien. Frédéric, alors là, un coup de cœur sur la com de la princesse de Galles. Alors, décryptage. Un coup de cœur également. Bien oui, dans la famille Windsor, je demande la princesse Kate. J'aurais pu faire un coup de gueule, en réalité, sur les Windsor, contraints d'ajuster leur communication suite aux spéculations sur la santé de Kate Middleton, optant finalement pour la transparence et l'authenticité face aux réseaux sociaux. Alors pour mémoire, la famille royale britannique, elle vient de mettre fin à la politique du secret, enfin semble-t-il, une famille dépassée par un emballement de conspiration autour de la disparition de la princesse Kate de la vie publique depuis un long moment, quoi. Et vendredi dernier, après 2 mois de quasi-silence de son entourage, la princesse Kate a finalement fait une allocution télévisée, préenregistrée, peu importe, où elle a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer. Et c'est à cette annonce que va mon coup de cœur. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte d'être malade. Il n'y a aucune raison d'avoir honte d'être fragilisé par les circonstances de la vie. Il est même essentiel, de mon point de vue, que des personnalités publiques parlent de leur maladie, celles qui les touchent. Et c'est notamment le rôle... Quand on est un rôle modèle, je pense que c'est absolument important. On est observé par des milliers, par des millions de personnes. On se doit d'être exemplaire, et cela peut à la fois être utile pour toutes les personnes qui sont malades. Ça évite de rendre tabou la maladie, ce qui n'aide certainement pas à la combattre. Ça permet d'insister sur l'importance de la prévention et du dépistage. C'est souvent clé, notamment en matière de cancer. Enfin, ça rappelle aussi que la première activité de la recherche, c'est de trouver de l'argent, et ça, trouver des financements, et qu'il est aussi possible de faire des dons toute l'année. Donc ce petit coup de cœur permettait de le rappeler. Il n'y a pas de petits dons. Tous les soutiens sont les bienvenus. Il ne faut pas avoir peur non plus de donner. Les associations sont de plus en plus encadrées, sont de plus en plus sérieuses. C'est par exemple le cas, je la cite, mais de la Ligue contre le cancer. Depuis 1918, la Ligue, elle a un rôle déterminant dans la prévention, le dépistage et la vaccination, dans l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches. Ça, on l'oublie souvent. Et évidemment, pour faire avancer la recherche contre le cancer. Donc voilà, pour lutter contre le cancer, il faut parler, il faut communiquer et il faut donner. Il y a plein de formidables associations. Mais surtout lever le... Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Le tabou, mais il faut lever le tabou, il faut parler, il faut communiquer et il faut donner. Sans doute, alors
Alors on va pas revenir sur les théories du complot délirantes qui circulent depuis la vidéo, tout ça, on va pas leur donner plus d'importance que ça, mais sans doute que cette vidéo a fait plus pour la prévention du cancer au sens large que n'importe autre campagne tout court. Et par exemple, moi je pense à une association qui marche bien et qui commence c'est le cancer au travail, c'est Cancer at Work, ce réseau de grands dirigeants, de grands responsables ou de personnes dans les entreprises qui revendiquent le fait d'être malade, de pouvoir continuer à travailler, mais les entreprises s'accordent aussi pour leur laisser le temps. C'est très important parce que une partie de la recherche, c'est vrai, on n'imagine pas, une partie de la recherche est financée par les dons. Je pense que le budget de fonctionnement, je dis Curie parce que c'est dans le 5e, et puis parce que au début de l'été, tout ça n'est pas concurrent, bien au contraire. Il y a toujours l'opération pour Curie qui d'ailleurs démarre dans ma mairie. Eh bien, je crois que c'est entre un tiers de leur budget de fonctionnement qui finalement est financé. Alors ça fonctionne pas tout à fait comme ça, mais c'est pour faire des jeux d'équivalence par le privé, enfin par les dons. Donc c'est la recherche aujourd'hui ne pourrait pas avancer aussi vite. Quelle que soit la recherche. On a appris ce matin le chiffre de 93 millions d'euros pour le Téléthon. Là aussi, c'est la recherche, c'est les dons, la générosité qui fait que... C'est vrai que cette vidéo est extrêmement touchante et effectivement, comme vous le disiez, elle vient un peu tordre le cou à tous les délires Alors elle tord le cou, mais elle les a alimentés parce que là, c'est du grand délire. C'est la grande joie du complotiste, c'est que quoi que vous fassiez, de toute façon, ça a fini d'alimenter parce que vous voyez toujours le contre-pied. Mais je l'ai trouvée extrêmement touchante, extrêmement sincère, et c'est vrai que sur la cause du cancer, je pense qu'elle va faire avancer un peu les choses parce que vraiment, je suis pas d'appétence particulière pour la famille royale globalement, mais je l'ai trouvée extrêmement digne et extrêmement courageuse de faire on lui souhaite plein rétablissement. Elle est jeune, elle a des enfants jeunes, quel que soit, il y a plein de familles comme ça. Donc voilà. Je me tourne vers ma régie. Est-ce que nous on fait une petite pause et on continuera après le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule de nos débatteurs du jour? On s'arrête un court instant et on revient juste après ça. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Brice Nkonda, Jean-Baptiste Moreau, Florence Berthoud, Frédéric Fougera. Alors on en était au coup de cœur et au coup de gueule. On continue de voir quels sont les points qui ont retenu votre attention. Brice, coup de gueule contre le rejet d'un projet de loi hier à l'Assemblée. Le projet de loi sur le congé menstruel. Je trouve, en fait, je voulais parler de ça parce que je trouve pas ça juste dans la mesure où ça a été rejeté au Sénat, ça a été rejeté à la commission, à l'Assemblée, et je pense que c'est une vraie difficulté, et j'ai vu un peu les arguments pour et contre. Et en fait, dans les arguments contre, il y aurait le fait de dire qu'il y aurait une discrimination à l'embauche. En sous-texte, les femmes pourraient profiter de ce congé pour prendre plus et moins travailler. Donc je trouve pas ça vraiment solide comme argumentation. Surtout dans une période, dans une époque où on travaille vraiment sur la souplesse, avec le 5 jours en 4, avec la semaine avec le télétravail, etc. Donc je pense que c'est des dispositifs, en plus, qui sont plafonnés. Je crois que c'est plafonné à 14 jours par an, 2 jours par mois maximum. Je pense que les femmes qui voient le débat se dérouler devant leurs yeux peuvent être un peu perplexes. Je pense que c'est quelque chose qui peut largement s'incorporer dans la vie des collectivités, dans la vie des entreprises. Je comprends pas trop. Je pense que c'est un peu anachronique comme décision, et on aurait pu aller un peu avant, ne serait-ce qu'en termes de tests. Que les collectivités et les entreprises qui le souhaitent puissent le faire. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui le testent, qui ont lancé l'expérimentation sur la base du volontariat. Donc déjà avoir un retour d'expérience qui serait peut-être intéressant de jauger avant de s'écharper finalement sur un sujet qui concerne la moitié de l'humanité. Je pense que il faut que ça avance, il faut que ce sujet avance indéniablement, mais peut-être plus dans les arguments sont pas, dire qu'on va en profiter parce que peut-être plus dans la discussion, on va dire, par branche et entre le patronat et les syndicats que par une loi qui tomberait comme ça. Ça avait été, en plus, le processus législatif a été assez bien fait. J'avais vu une vidéo assez bien faite d'un député qui avait fait. Apparemment, il y a des simulations
de douleurs menstruelles, et il y a un député qui l'a fait essayer à d'autres députés hommes, évidemment, pour qu'ils ressentent justement ce que ça pouvait donner. Et c'était assez bien fait. Il y avait des députés de tous bords, il y avait Clément Beaune, un certain nombre de députés de droite et de la majorité aussi qui s'étaient essayés à cette à ressentir cette douleur, et c'était assez frappant de dire qu'ils ont tous dit, et il y avait Louis Bayard aussi pour lequel j'ai pas spécialement d'affection, mais pour dire que combien c'est prégnant, et combien nous les hommes on a du mal à s'imaginer à quel point c'est une souffrance. Et effectivement, il faut que ce sujet avance. Est-ce que c'est par le biais d'une loi ou de discussions entre les syndicats, et parce que c'est ça, effectivement, le risque de stigmatisation est aussi important. Il faudrait pas que déjà que il y a de la discrimination dans l'embauche entre les femmes et les hommes, et notamment au niveau salarial. Il faudrait pas que ça vienne renforcer ça, mais je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des choses qui avancent, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des grosses difficultés à cause de ça, quoi, quand même. C'est un sujet compliqué, mettre sur le devant de la société, dans les entreprises. Quand je dis compliqué, quand je dis compliqué, dans les entreprises, les TPE, les PME, les administrations, c'est pas un sujet simple encore aujourd'hui. Brice ou Frédéric. C'est pas un sujet simple. Quand je dis simple, c'est que parfois, pour atteindre l'égalité de traitement, il faut traiter un peu différemment. Il faut faire un pas de côté. Ouais, il faut faire un pas de côté pour arriver à une forme d'égalité de traitement. Effectivement, je dis pas que les effets de bord n'existent pas. Il peut y avoir des discriminations à l'embauche du fait que quand on va engager une femme, on se dit qu'elle va peut-être en profiter alors qu'elle a pas forcément les douleurs. Mais je pense pas, petit 1, que ce soit la majorité des cas. Petit 2, déjà, c'est cataloguer les femmes comme étant vouloir profiter de... Exactement. Petit 2... il y en a beaucoup qui prennent pas les jours enfants malades. Donc, Exactement. Donc c'est pas forcément, c'est pas le cas. Moi, c'est mon avis. Et je pense, au-delà de ça, qu'il faut toujours assortir ça, pour éviter les effets de bord, de ce travail sur l'égalité homme-femme en entreprise. Voilà. Frédéric. Oui, je ne m'oppose en rien à ce qu'a dit Brice, absolument pas. Je voulais juste dire, d'abord, c'est intéressant que le sujet devienne public, soit mis sur la table. C'est déjà une façon. C'est une réalité, donc. Oui, mais mais il y a tellement de réalités qu'on cache. On parlait de la maladie il y a quelques instants, donc voilà, c'est aussi c'est une façon d'évoluer. Et puis, je ne suis pas certain que la loi, la loi donne bonne conscience, mais elle ne résout pas tous les problèmes, loin de là. Je prends l'exemple de la discrimination, un sujet qui m'est cher. La loi sur la discrimination, elle est très précise, mais elle n'est pas forcément très appliquée. Et parfois, ce sont les entreprises vertueuses qui font beaucoup plus pour lutter contre les discriminations que ce que la loi devrait nous imposer. Donc peut-être que de la même façon, comme ça a été évoqué, les échanges, les initiatives, les tests, ça peut peut-être faire avancer le sujet à partir du moment où on en parle. Et comme on en parle, alors ça peut évoluer. Bon, l'Espagne a voté cette loi, peut-être qu'un jour on y reviendra. Moi, je vais être politiquement très incorrecte, et je suis la seule femme débatteuse. Moi, je suis très très réservée sur cette loi. Très très réservé. Je pense qu'on est dans le politiquement correct, et le seul fait de dire que on est très réservé, déjà on risque une volée de bois vert, mais j'ai l'habitude toujours de dire ce que je pense. S'il y a de la discrimination à l'embauche à l'endroit des femmes, en particulier, contrairement à ce qu'on dit, moins quand on monte les échelons maintenant que quand on les descend. C'est parce qu'on a peur des enfants malades, des grossesses. Donc, il faut se dire les choses. Il y a la loi, et puis il y a la réalité du ou de la chef d'entreprise qui se dit j'ai le choix à compétences égales entre quelqu'un qui peut être absent une partie de l'année. Et puis quelqu'un d'autre. Donc je suis pas sûre que ce genre de loi-là fait forcément avancer les choses. Je suis d'ailleurs très étonnée qu'on ne parle pas d'un mal terrible qui s'appelle l'endométriose. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il faudrait quand même mieux qu'on ait des traitements adaptés, et pour le coup, un vrai suivi adapté de l'endométriose, parce que alors là, tout le monde est quand même extrêmement hypocrite. Quand une femme souffre le martyre en raison de ses règles, eh bien, et qu'elle va voir un médecin, généraliste ou pas, moi je peux vous dire la réalité, c'est que 9 fois sur 10, y compris aujourd'hui, souvent quand c'est un médecin femme, on va lui dire non, voilà, alors vous allez prendre des cachets qui font à la fois le mal de tête et qui vont et c'est un mal je veux dire, il y a des milliers de femmes en France, et des jeunes femmes en particulier, qui souffrent
d'endométriose. Oui, c'est vrai. Mais cette loi a été un peu tournée, puisque elle a été présentée. Les deux sujets ne sont pas déconnectés. C'est toujours pareil. Comme on n'arrive pas à traiter, si j'ose dire, le mal, comprenez-moi bien sur ce mot, on essaye de traiter vaguement les conséquences. Mais une femme, elle préférait ne pas avoir une loi qui l'autorise à prendre des jours parce qu'elle souffre le martyre, et qu'on trouve le remède. Et qu'on trouve le remède. Et moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse ne pas trouver le remède, parce qu'ils existent. Les remèdes, voilà. Et moi, j'ai eu le cas avec un de mes enfants, mais vous n'imaginez pas ce que c'est aujourd'hui le parcours du combattant pour qu'on reconnaisse ce que vous souffrez d'endométriose et que surtout, on vous donne le traitement adapté. Parce que contrairement à ce que j'entends ici ou là, il y a des traitements pour qu'on ne souffre quasiment plus. Ouais, c'est un sujet. La cause et la conséquence. Ouais, c'est absolument. Donc ce congé, on verra, sans doute ça reviendra, mais pas tout de suite devant le Parlement. Alors, il nous reste 1 minute 30. Nous filons au Brésil, où on fait la publicité tout de suite, et on va prendre un avion. On va partir du côté de. C'est pas Rio, il est brésilien, chef de l'État. L'empreinte carbone. Voilà, l'empreinte carbone. La capitale, c'est brésilien. Voilà, on va parler du Mercosur. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie toujours de Brice Nkonda, Jean-Baptiste Moreau, Florence Berthaud, Frédéric Fougera. Alors, on a fait un vol direction Brasilia, Jean-Baptiste Moreau, avec donc Emmanuel Macron, qui renoue, qui se rabiboche avec le Brésil, enfin la France, puisque depuis 11 ans, 12 ans, on n'avait pas eu de visite d'État depuis François Hollande, c'est ça. Oui. Mais surtout, il a lâché une petite phrase hier devant un parterre de chefs d'entreprise, le chef de l'État. Brésilien et français. Brésilien et français, sur le Mercosur. Il veut revoir tout du sol au plafond. Oui, mais il a complètement raison. Pour le coup, je ne peux que partager cette opinion, d'autant qu'elle m'a coûté une de nos plus grosses engueulades en 2018. Ah bon oui, parce que racontez. Il y a prescription, donc je pense que je peux le raconter. Et parce que vous lui disiez qu'il fallait tout changer. Parce que quand Phil Hogan, à l'époque commissaire européen à l'agriculture, a annoncé qu'ils étaient proches de la signature du Mercosur, j'ai fait une matinale de grande radio le lendemain matin pour expliquer que c'était une funeste ânerie, voire connerie, pour parler pas poliment. Et alors que le président de la République, qui était au Japon à cette époque-là, a dit que c'était plutôt un bon accord la veille. Donc votre téléphone a sonné dans la minute. Et donc j'étais à peine sorti du studio que mon téléphone a sonné et que je me suis fait engueuler, mais que j'ai dit tu peux gueuler aussi fort que tu veux, c'est un mauvais accord à partir du moment où il y a l'agriculture dedans, où il y a notamment les tonnages détaxés sur la viande bovine, c'est la fin de l'élevage bovin en France. Et quasiment en Europe. Donc cet accord ne peut pas être bon à partir de l'élevage. Donc bon, après on a rediscuté après cette engueulade et il a effectivement, et Julien de Normandie aussi là-dessus était assez aligné avec ma position, et donc on a convaincu aussi le président en lui montrant l'impact que pouvait avoir la signature de cet accord sur l'élevage et l'agriculture française. Et depuis, c'est un des plus fervents opposants au Mercosur en France. Et si le traité n'est pas signé aujourd'hui, il le doit en grande partie au président de la République, parce que il s'oppose depuis 2019, alors qu'on a de nos partenaires européens, notamment l'Allemagne, l'Espagne, qui sont très promoteurs de cet accord. Et on a de nombreuses familles politiques, y compris des familles politiques qui en France sont anti-traités internationaux, qui poussent très fort. On a le PPE au Parlement européen, c'est-à-dire la droite au Parlement européen, qui pousse très fort en faveur de cet accord, notamment le président du groupe PPE au Parlement européen. Donc là-dessus, la France est peut-être un peu isolée, mais pas tant que ça. Il y a un certain nombre de pays qui ont compris l'enjeu, et avec les manifestations d'agriculteurs de ces derniers mois partout en Europe, je pense qu'ils sont en train de faire comprendre à un certain nombre de pays qu'on ne peut pas signer cet accord. Et il ne s'agit pas de dire que l'agriculture est contre tous les accords internationaux. Il y a eu des débats très caricaturaux sur le CETA au cours des 15 derniers jours. J'ai pas forcément pris la parole parce que moi je l'ai voté, le CETA, à l'Assemblée nationale, en mon âme et conscience, parce que j'ai travaillé dessus et que j'ai regardé un peu ce que ça donnait. Et honnêtement, que le CETA s'applique demain ou ne s'applique pas, il s'applique depuis 2016 entre nous, et qu'il soit voté ou pas voté, ça va pas changer le sort de l'agriculture dans un sens ou dans l'autre. Globalement, cet accord est légèrement positif pour l'agriculture française. Il y a plutôt plus d'export de produits agricoles aujourd'hui vers le Canada que dans l'autre sens, et que avant la signature du CETA. Mais globalement, voilà, il y avait cette alerte sur la viande bovine, ces 35 000 tonnes accordées de droits détaxés. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une seule clause miroir aujourd'hui qui fonctionne bien au niveau européen, c'est l'interdiction d'importer de la viande aux hormones. Elle existe depuis les années 80.
Et elle est valable pour tous les échanges au sein de l'OMC. Y compris avec l'Amérique du Sud ? Oui, elle est valable sur absolument tous les échanges, même en dehors des traités internationaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous avez pas de traité international que vous n'avez pas d'échanges commerciaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de traité avec le Mercosur, et pourtant, on importe de la viande brésilienne et de la viande d'Amérique du Sud, qui est censée être non hormonée. Je dis bien censée être non hormonée, parce que la vraie problématique dans ces accords internationaux, comme dans les accords de l'OMC, c'est l'incapacité de l'Europe à aller contrôler la réalité de ce qu'elle importe sur place, parce que contrôler le produit fini, contrôler de la viande quand elle arrive au port de Rotterdam, je veux dire, si les producteurs sont assez malins, ils hormonent suffisamment longtemps avant l'abattage pour que ça ne se retrouve pas dans le produit fini. Et donc, quand vous contrôlez uniquement au port de Rotterdam, vous pouvez très bien avoir de la viande sans hormones et qu'elle ait été hormonée au départ. On a eu l'exemple dans les années 2000 avec de la viande qui venait des États-Unis, qui était censée être issue d'une filière sans hormones. Or, sur les échantillons qui ont été contrôlés, il y avait quasiment 20% d'échantillons qui étaient positifs à un certain nombre d'hormones interdites en Europe. Donc, si on va pas contrôler sur place, on pourra écrire toutes les clauses miroirs qu'on voudra, c'est du pipeau, c'est des miroirs aux alluettes. Juste une question peut-être un peu tordue de ma part, mais est-ce que si les agriculteurs français poussent pour qu'il y ait de moins en moins de normes, de moins en moins, pour être à jeu égal avec les pays avec lesquels on commerce, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'on leur dise maintenant que vous êtes à égalité, laissons entrer les produits ? Oui, et c'est le grand danger, parce que quand bien même il n'y ait pas d'accord international et que les droits de douane soient au taquet, c'est-à-dire au maximum, il y a une telle différence de compétitivité entre les exploitations françaises et les exploitations européennes, spécifiquement dans le domaine de la viande bovine. Je veux dire, on n'est absolument pas compétitif, que de toute façon, même avec des droits de douane au maxi, la viande, elle arrive moins chère que ce qu'on est capable de la produire aujourd'hui. Je veux dire, les fermes brésiliennes, c'est 10 000, 15 000 bovins. Ouais. Je veux dire, nous, quand on a une ferme, et encore c'était une ferme laitière de 1000 vaches, vous avez 50 ONG qui se mettent sur le dos et qui empêchent le projet de se faire. Et la taille moyenne des exploitations, c'est 40 vaches allaitantes, et 10 000 au Brésil. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelons. Et si on parle compétitivité pure, on est mort déjà. Le maintien et la préservation de l'élevage bovin en France, c'est un choix politique, c'est pas un choix économique. En sachant que donc le sujet c'est un choix économique d'aménagement du territoire, mais c'est un choix politique d'abord. Donc la discussion sera sur la table demain entre Emmanuel Macron et Lula, il y a aussi les Brésiliens, semble-t-il, ne sont pas opposés à l'idée de négocier une nouvelle mouture de l'accord. Même s'il y a d'autres pays comme l'Argentine, l'Uruguay. Il faut le revoir, parce que M. Mélenchon a beau s'opposer au commerce international, Lula est un gros promoteur de l'accord avec le Mercosur, parce que lui, il veut nous exporter la viande bovine. Donc, deuxième producteur mondial, le Brésil. Oui, l'extrême gauche a des visions assez divergentes entre la France et le Brésil sur le commerce international. J'ai une question en fait à poser à Jean-Baptiste. Je ne sais pas si j'ai bien suivi ou pas, mais si je comprends bien, c'est que si le président de la République s'oppose à cet accord, c'est parce qu'il aurait un réel impact négatif pour certains de nos agriculteurs. C'est bien ça. Ah oui, c'est complètement ça. C'est une disparition de toute une filière qui est menacée. Si on importe les tonnages qui sont prévus de viande bovine en provenance d'Amérique du Sud, en espérant qu'elle soit pas hormonée, parce que ça c'est encore, on n'a pas les moyens de le contrôler aujourd'hui, c'est carrément la fin de l'élevage de bovins allaitants. Alors peut-être pas laitiers forcément, mais l'élevage, les vaches au braque dans les prairies de la Lozère ou du Cantal, et les limousines chez moi dans Creuse, c'est terminé. Et chez moi, d'origine. Oui. Dans le 5e ? Non, en sachant que c'est des fermes. Non, mais en Haute-Vienne, en sachant qu'il y a l'histoire du commerce et la disparition de l'élevage, mais il y a aussi toute la question environnementale, puisque ce sont des énormes élevages dans ces pays-là, avec la déforestation, tout ce qui va avec. Avec des hormones, des antibiotiques, il y a l'antibiorésistance parce qu'ils sont nourris aux antibiotiques. Alors, tout à l'heure, on parlait de culture, ça c'est la culture. Voilà, parce qu'en attendant, ça c'est aussi la culture. Voilà. La culture française. La France est une nation qui est une nation agricole, ne l'oublions jamais. Et moi je viens d'un département où si vous n'avez plus de vaches, vous n'avez plus rien. C'est clair. C'est-à-dire que ce sera des déserts complets. Aujourd'hui, l'activité agricole sur la Creuse, c'est l'activité phare. Alors il y a des industries, il y a d'autres choses comme ça. Mais si vous n'avez plus l'élevage bovin-viande, ce département est sinistré, ça devient une réserve d'Indiens. Alors le projet de loi agricole sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres, présenté par Gabriel Attal avec son ministre de l'Agriculture. Alors Gabriel Attal, hier soir, vous l'avez trouvé comment, mesdames, messieurs ? Il y en a qui trouvent qu'il est hyper président. Il parle beaucoup de lui. Brice, est-ce que vous l'avez trouvé sûr de lui ? À un moment donné, il a parlé de mes ministres, ma ministre de la Culture, ma ministre de l'Éducation, mon ministre de l'Économie. Je vais sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un côté hyper président qui veut commencer ? Brice ? Moi, en fait, je trouve que globalement, ils sont toujours très bons en termes de communication.
En termes de communication, ils savent gérer les temps politiques, etc. Là, il y a eu donc la communication sur le déficit il y a quelques jours. Donc là, il faut revenir sur le devant de la scène en parlant de réformes structurantes. Donc on met l'assurance chômage sur la table. Donc en fait, je trouve que globalement, ils savent bien gérer les temps politiques, animer le débat public, nous occuper l'esprit, etc. Ça, ils savent très bien faire. Après, le sujet, c'est pourquoi, comment, dans quelles conditions. On a quand même une population française qui ne croit plus trop en tout ça. Faut bien quand même se figurer qu'il y a des gens qui sont devant leur poste. En fait, ils se disent, en fait, non, ça, c'est pas mon quotidien. Donc là, on va nous mettre une réforme de l'assurance chômage. Certains vont estimer qu'il en faut une, d'autres non. Il y en a déjà une. Le fait est qu'il y en a déjà une. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux même. Et donc là, on nous en met une troisième parce qu'il faut gérer les déficits, etc., la dette. OK. Maintenant, je pense que la population, en fait, tout ça, c'est bien en termes de communication, mais je pense que ça va poursuivre la radicalisation de la population. Qui veut, Frédéric, sur je m'adresse aux communicants, sur le style Attal, ces petites phrases, moi, Premier ministre, je... je suis désolé, je vois pas où est le problème. C'est le chef du gouvernement. Il doit assumer ce rôle. Certains, parfois, peuvent le prendre pour un gamin illégitime. Non, c'est le chef du gouvernement. Il a une responsabilité immense. Donc, le fait qu'il se positionne comme tel et qu'il rappelle ses fonctions, je vois pas du tout où pourrait être le problème. Et je pense qu'il y a effectivement un aspect de communication, mais la communication, ça fait partie de la politique. Donc, il faut pas que toute la politique ne soit que communication, mais la politique sans la communication, ça serait de la mauvaise politique. Donc après il y a une question d'équilibre et chacun peut apprécier ça différemment. Il y a la communication et il y a la réalité. Pour pouvoir l'observer un peu de l'intérieur, aujourd'hui, la machine Matignon est une machine redoutable. Oui, c'est peut-être un hyper Premier ministre, mais la machine Matignon, c'est une hyper machine qui travaille de façon dingue, qui s'attaque à tous les sujets, qui intervient dans tous les sujets, mais pas forcément en communication, et qui fait avancer les choses, qui veut résoudre chaque problème dont ils peuvent être saisis, même par un particulier. Ils sont hyper interventionnistes dans les ministères, auprès du Parlement. Donc, on peut le critiquer, mais en tout cas, c'est une machine qui bosse et qui est aujourd'hui redoutable. Et la seule chose que j'espère, c'est que ça portera ses fruits, et que ça sera utile et positif pour le pays. Ouais. Mais en tout cas, la machine Matignon aujourd'hui, mais elle bosse comme beaucoup ne l'ont jamais vu bosser à ce point. Non, ouais, alors, Jean-Baptiste. C'est important de savoir d'où on parle. Donc, alors vous l'avez, Jean-Baptiste, ancien agriculteur, on a découvert Gabriel Attal. Oui, je suis ami avec Gabriel depuis 2017, donc je suis pas très objectif. Non, mais le grand public l'a découvert sur la déclaration. Moi, je ne le découvre, mais j'appuie ce que vient de dire mon prédécesseur Philippe. C'est vraiment un gros bosseur, c'est évident. Bon, après, il est là pour ça. Il est là pour ça. Enfin voilà, mais il joue son rôle de Premier ministre. Effectivement, il est chef du gouvernement, donc effectivement, c'est lui de mettre en musique la politique du gouvernement et d'harmoniser et d'arbitrer et de trancher au niveau des décisions. Donc en plus, les questions sont beaucoup venues sur son âge, sur effectivement sa légitimité de la part des journalistes. Donc c'est normal qu'il affirme cela. Et je peux vous dire que sur la crise agricole, j'ai échangé excessivement, quasiment tous les jours avec lui pendant 15 jours. C'est quelqu'un qui voilà, c'est des dossiers qu'il connaît pas forcément a priori. On va pas se mentir, sur l'agriculture, c'est pas le plus grand connaisseur national de l'agriculture, mais c'est quelqu'un qui et puis j'ai pas été le seul, il a appelé beaucoup de monde, il s'est renseigné, il a travaillé avec ses ministres, avec Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher, et il a essayé de trouver des capteurs un peu partout. C'est quelqu'un qui vraiment enfin depuis qu'il est nommé, a gagné considérablement en épaisseur pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, mais qui a toujours été très fort en com aussi. Moi, j'étais porte-parole du parti présidentiel à l'époque, il était porte-parole du gouvernement, et c'est quelqu'un qui harmonisait beaucoup. On s'appelait toutes les semaines, c'est le seul porte-parole du gouvernement avec lequel on avait des réunions hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires, pour justement parler du fond des sujets et essayer de mettre à niveau un peu tout le monde sur les prises de parole, pour éviter de réciter des éléments de langage au kilomètre qui sont absolument inintéressants pour les auditeurs et les téléspectateurs. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui aime s'emparer du fond des sujets, et il le fait. Il l'a fait au ministère de l'Éducation nationale sur la Baïa. Là, il le fait sur l'ensemble des sujets. Hier, sur tout ce qui est budget
de l'État et retour à l'équilibre et au moins 3% de déficit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est sincère et qui a l'art de la punchline aussi, évidemment. De ce parti-là mais du je suis pas très studio. Objectif, effectivement, non, mais après, c'est la parole, parlons vrai. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et qui vient d'ailleurs d'être très bien dit. C'est lui le patron. Alors après, c'est lui le patron, mais le patron, c'est. Alors moi, j'avais une question un peu plus polémique. Un peu plus polémique. Oui. On parle aussi d'un hyper-président. Donc, est-ce qu'un hyper-premier-ministre et un hyper-président peuvent s'entendre encore sur le long terme? Mais là, on est en train de traiter. D'abord, je veux dire, c'est pas inconciliable d'avoir un Premier ministre qui fait le job et qui est le patron de son gouvernement, et lui, il est nommé par le président de la République, ça c'est constitutionnel. Donc il y a un équilibre à trouver. Je pense que pour le moment, le partage des tâches a l'air en tout cas de plutôt bien fonctionner. Et c'est tout le jeu de la Ve République. La Ve République, c'est un président qui nomme. Si le Premier ministre ou la Première ministre, il faut remettre en question le portefeuille. Mais ça fonctionne comme ça. À chaque fois, on fait un peu semblant de découvrir ce qui est en fait les fondamentaux de la Ve République. Voilà. Et comme il est jeune, comme l'expliquait très bien mon collègue, comme il est jeune, évidemment, il a peut-être plus à prouver sur le terrain de la com et de dire c'est moi le patron. Juste une chose, moi je le connais évidemment bien moins que vous, mais je l'ai quand même vu plusieurs fois et notamment ce côté de rendre intelligible des choses qui sont techno. Je l'ai vu moi en direct où on parlait d'un dossier parisien pour ne rien vous cacher. Et je lui dis écoute, vraiment ce truc-là personne va comprendre. Il a fait venir son conseiller, il a dit moi il faut me faire d'autres éléments dans l'air puisque ça tout le monde s'en fiche quoi. Donc rendons intelligible ce que j'ai décidé. Il a un vrai pif pour. Et ça quand même c'est pas mal. Donc il a bien bonne note pour Gabriel Attal hier soir à la télévision. Plutôt bonne note. Oui. Après, sur la forme, mais on va rentrer dans le dur maintenant. On va rentrer dans le dur des détails des annonces faites hier soir. On va faire une petite pause. Il nous reste un petit quart d'heure. On n'aura peut-être pas le temps de tout évoquer, mais on va revenir notamment sur cette question du chômage. Faut-il réduire la durée et l'indemnisation des chômeurs aujourd'hui, compte tenu de notre déficit? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on continue, dernière ligne droite avec Frédéric Pougeral, Florence Berthoud, Jean-Baptiste Moreau, Brice Nkonda. Donc on revient sur le fond cette fois-ci des annonces de Gabriel Attal et notamment sur son souhait de passer à nouveau vers une nouvelle loi, enfin en tous les cas une nouvelle procédure pour les chômeurs. Donc il veut réduire l'indemnisation, je vais y arriver, ainsi que réduire la durée d'indemnisation. Enfin, les deux. Non, Florence, vous n'avez pas l'air d'accord. Il a ouvert, il a dit il y a plusieurs options. Enfin, on a tous entendu la même chose. Il a dit il y a plusieurs options. Voilà. Soit on joue sur la durée de l'indemnisation, qui honnêtement est une des plus importantes d'Europe. On peut quand même le dire. Bon, soit on joue sur la période des fameux pas 6 mois, mais le temps. Voilà. Donc les fameux 6 mois. Il y a ça, et puis il y a le niveau de l'indemnisation. Donc il a pas dit, il a d'ailleurs dit la dégressivité, il veut pas. Voilà, il a d'ailleurs dit ça. Bon, donc il y a des pistes qui sont ouvertes et avec les travailleurs sociaux, avec les partenaires. Pardonnez-moi, mon Dieu. Les discussions sont en cours d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Les discussions sont en cours. La feuille de route a été posée il y a plusieurs semaines. Les syndicats, donc les discussions sont en cours, mais c'est pas tant une notion d'économie budgétaire que plutôt de recettes. C'est-à-dire plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de gens qui cotisent et plus il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, on est dans une situation où moi je fais encore le tour des entreprises sur mon ancienne circonscription et toutes elles cherchent à embaucher et aucune n'arrive. On n'a pas suffisamment aujourd'hui de gens employables. Alors moi ça me fascine ce débat-là, pardonnez-moi, parce que moi je croise des gens qui disent j'envoie des CV partout et personne ne me reçoit. Mais vous avez les deux cas de figure, pardonnez-moi. On a 1 million.
on a 1 800 000 personnes aujourd'hui qui sont au RSA. Et c'est vrai que ça dépend, il faut le dire franchement, de la nature des... Puis pardonnez-moi, vous êtes en milieu rural, trouver du boulot, c'est pas tout à fait la même démarche. Il y a, voilà, moi je suis en milieu rural et il faut se déplacer. Il y a le problème des déplacements, bien sûr. Il y a beaucoup de sujets. C'est vrai que ça peut sembler être une injonction contradictoire de dire que d'un côté, on a un public qui arrête pas d'envoyer des CV, qui a du mal à trouver, et que de l'autre côté, on a plein d'employeurs qui sont là. Et voilà. Il y a une inadéquation. Je pense que en fait, donc le premier sujet, effectivement, c'est l'inadéquation entre les filières de formation et de recrutement. Oui. Et je pense que de ce point de vue aussi, dans notre pays, on est largement en retard sur la préparation des filières d'aujourd'hui et de demain. Quels sont tous les métiers de demain? Les UX designers, les data scientists, ça commence à se mettre en place. Je crois que c'est 900 000 emplois dans le domaine de la cybersécurité dans les 20 ans qui viennent. Il y a beaucoup d'emplois. Il y a le sujet des métiers manuels aussi qu'il faut revaloriser, etc. Voilà. Donc les métiers d'art, les métiers de main, les métiers d'art en général. Donc en fait, on ne pense pas, à mon avis, suffisamment le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc on a une élite politique, économique qui est déjà dans le monde de demain, d'après. Et on a le gros de la population qui a encore un peu du mal à trouver. Et il y a des gens qui ont à peu près les compétences avec l'alternance quand même qui progresse. Donc ça, il y a quand même des choses. Il n'a pas dit qu'il voulait toucher l'alternance. C'était dans les tuyaux. En fait, donc cette injonction contradictoire, il faut pouvoir la lever. Frédéric. Moi, je voudrais dire que si on parle de réforme de l'assurance chômage, on pourrait aussi, et c'est peut-être commencer aussi par la réforme de France Travail. Parce que changer le nom ou le logo, c'est pas de la réforme, ça. Ça, c'est du maquillage et c'est très certainement insuffisant. En sachant, je permets de vous couper, qu'ils ont perdu au passage quelques millions d'euros qu'ils n'ont pas eu et qui avaient été promis pour cette fusion, justement, pour cette refonte. D'accord, mais il y a une vraie réforme à faire sur la qualité de la prestation et du service et de l'accompagnement. Le service, il est très insatisfaisant chez France Travail. Chez France Travail, on peut ne jamais répondre à un de vos messages. Alors vous recevez un accusé de réception automatique avec un engagement de réponse sous 48 heures. Mais vous pouvez ne jamais recevoir de message. Jamais. Ça, c'est pas de l'accompagnement. L'accompagnement, il se fait aussi avec des prestataires privés. J'ai absolument rien contre le principe, mais ces prestataires privés, eux, ils ont besoin de faire du chiffre, ils ont besoin de faire du nombre, et alors on vous embarque, on vous harcèle, et on mélange les gens, on crée des catégories qui n'ont rien à voir, on met les gens de métiers différents, de secteurs d'activité, de seniorité très différentes. Tout ça est d'une inefficacité totale. Alors c'est peut-être utile et efficace pour certaines personnes, mais ce sont des entreprises privées qui font du chiffre sur le dos de France Travail, donc sur le dos de l'État quelque part, avec une efficacité qui est très 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 discutable. Donc tout ça, ça me paraît être un point à soulever, parce que donc avant de réduire la durée ou les indemnisations des chômeurs, commençons par avoir un prendre le régime d'assurance maladie comme la variable d'ajustement budgétaire de l'État, comme le dit Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT. Il y a faut peut-être déjà faire le ménage devant sa porte chez soi et faire qu'il y ait un France Travail qui, au lieu d'avoir un nouveau nom, un nouveau logo et un nouveau patron, soit réellement efficace et tienne compte et fasse vraiment son boulot d'accompagnement, quoi. D'accompagnement de formation. Mais ça n'est pas une variable d'ajustement. Enfin, moi, juste, je suis un peu perçue comme ça, quand même. Elle est perçue comme ça, mais cette réforme n'est pas faite pour réduire le déficit. C'est ce que vous avez très bien dit. C'est-à-dire que derrière, il s'agit de contribuer, et je suis d'accord sur le fait qu'il faut réformer France Travail, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, il faut travailler différemment, sans mauvais jeu de mots, à France Travail pour aider le retour des populations éloignées de l'emploi, parce que c'est manifestement pas le cas aujourd'hui. Mais c'est pas fait pour boucher le trou, comme je l'ai lu rapidement, parce que évidemment c'est pour donner un signal. C'est donner un signal. Le gros sujet, c'est de réduire le chômage, avec toutes les conséquences que ça a. Par contre, il y a d'autres pistes qui sont également peuvent être des leviers pour réduire le déficit, parce qu'on est quand même loin du compte, notamment la poursuite de la lutte contre la fraude fiscale. La Cour des comptes nous dit que c'est entre 30, vous imaginez, entre 30 milliards et 100 milliards. C'est considérable. Est-ce que c'est l'assurance chômage et le super profit? Est-ce que c'est effectivement les acquis des chômeurs et des demandeurs d'emploi qui empêchent d'embaucher? Non, mais il y a de tout. Il y a l'accompagnement aussi des personnes éloignées de l'emploi. Et moi, en Creuson, la présidente du conseil départemental, fort judicieusement, a accepté l'expérimentation sur le RSA sous condition d'un certain nombre d'heures. Et je peux vous dire que c'est actif, ça fonctionne depuis le mois de janvier déjà.
Et on voit déjà les premiers résultats. On raccompagne des gens qui étaient très éloignés de l'emploi, justement, qui n'ont pas travaillé. Je comprends, mais est-ce que l'assurance chômage, est-ce que la réforme de l'assurance chômage s'adresse qu'aux gens qui sont très éloignés de l'emploi ou aux gens qui vont perdre leur boulot et qui mettent un an et demi? Ça concerne tout le monde. Après, moi, il y a un sujet sur le fond, parce qu'il faut aussi parler du fond. Dans son discours de politique générale, Gabriel Attal parle de smicardisation de la France et des classes moyennes, la paupérisation des classes moyennes. Et on se rend compte qu'en fait, en baissant la durée d'indemnisation, en fait, on va obliger des cadres parfois à trouver des jobs qui sont en dessous de leurs compétences, juste pour que les chiffres de l'emploi soient jolis. Et en réalité, on va contribuer à cette paupérisation des classes moyennes. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de consensus de la part des économistes pour dire que le fait de baisser tous les curseurs en termes d'indemnisation chômage permettent de relancer la dynamique de l'employabilité et de la croissance. Non, mais il n'y a pas de consensus aujourd'hui au niveau des économistes. Donc aujourd'hui, je pense que cette réforme, effectivement, elle n'a pas vocation à régler les questions de dette, au moins de déficit. Non, mais c'est plutôt un signal, et notamment en vue de la notation qui va arriver dans pas longtemps. Bon, il a parlé aussi du travail des seniors, on n'aura pas le temps d'y revenir, mais aussi également, et je vais faire rapide parce qu'il reste une petite minute, cette semaine de 4 jours, enfin les 35 heures en 4 jours, est-ce que c'est une remise en question des 35 heures ou fausse bonne idée? François Asselin, ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, disait surtout ne sortez pas une loi parce que c'est pas transposable dans les entreprises. Rapide. L'enjeu, c'est que c'est pas applicable, à mon avis, dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Il y a certains secteurs où c'est parfaitement applicable. Il y a d'autres, effectivement, dans l'artisanat, dans je sais pas, couvreur ou autre. Ça me semble très compliqué d'être sur 4 jours parce que ça veut dire que vous êtes encore moins joignable. Frédéric, 100% d'accord avec Jean-Baptiste. Arrêtons de vouloir mettre des lois sur tout. Laissons les entreprises, les organisations publiques s'organiser comme elles l'entendent, organiser le travail comme elles l'entendent, en fonction de leurs spécificités. On fonctionne pas de la même façon à Paris, en province, dans une grande ville, dans une petite ville, dans une industrie ou dans une autre, dans le public ou dans le privé. Donc laissons les gens s'organiser comme ils l'entendent. Je pense que les Français, les dirigeants français, publics ou privés, sont assez responsables. Il n'y a pas besoin de loi pour leur dire combien de jours il faut travailler. La semaine de 4 jours à la mairie du 5e, Florence, c'est possible ou pas? Le métro, c'est du cas par cas, il faut le dire. Voilà, quand vous êtes dans une logique de service et d'accueil, si quelqu'un travaille que 4 jours, ça peut être intéressant si on étend les durées d'accueil dans une mairie. Moi, je suis à fond partante, mais il faut qu'il y ait sur les 2 autres jours ou la journée qui va rester. Donc, ça peut être en fait une manière de s'adapter. Mais il faut, mais c'est affaire de dialogue. C'est-à-dire qu'il faut que votre employé, votre collaborateur, il accepte. Merci à tous les 4. Merci infiniment. Dans un instant, depuis Lyon, vous allez retrouver, où nous avons une nouvelle fréquence, André Berkoff. Et nous, on se retrouve demain, bien évidemment. Et encore merci pour votre fidélité, vous qui êtes en train de nous regarder sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À demain.